Bonjour Yannick Lefrançois, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à ce débat du Club de la Presse de Strasbourg avec la librairie Kléber et les DNA. Aujourd'hui, notre invité Yannick Lefrançois, tu es dessinateur de presse. Tes dessins sont connus parce qu'ils paraissent toutes les semaines dans les dernières journées d'Alsace. Moi, je suis Olivier Mirguet, journaliste correspondant régional de La Tribune à Strasbourg. Et c'est moi qui vais t'interviewer pendant à peu près 1 heure. Si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à les poser même pendant le débat. François Wolfermann, qui est avec nous, nous les transmettra et on essaiera d'y répondre au fil du débat. Alors Yannick, ton actualité cette semaine, c'est la sortie de ton best-of, tu l'as mis en alsacien, Piqûre de rappel. Piqûre de rappel, un recueil de dessins sur 184 pages qui est édité par les éditions de La Nuée Bleue. Je présente d'abord ton parcours, Yannick, parce que tu n'es pas alsacien, tu connais très bien la scène politique alsacienne. Ton jeu, si on veut, ton terrain de jeu, c'est la politique alsacienne, mais tu n'es pas né en Alsace. Tu es arrivé en Alsace à la fin des années 80 pour faire l'école des arts décoratifs de Strasbourg, où tu t'es inscrit à l'atelier d'illustration de Claude Lapointe. Oui. Claude Lapointe dirigeait à l'époque un atelier d'illustration dans lequel il y avait une section dessin de presse, c'est bien ça? Tout juste. Et à la fin de tes études aux Arts Déco, tu commences tout de suite à travailler pour les dernières nouvelles. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as mis le pied à l'étrier dans ce journal? Oui, alors en fait, j'ai publié mon premier dessin avant de sortir des Arts Déco, avant mon diplôme en 94. Premier dessin paru en 93. En fait, c'est Claude Queflin qui, à l'époque, cherchait un dessinateur ou plusieurs dessinateurs et qui s'est adressé aux Arts Déco pour savoir s'il y a des élèves qui seraient intéressés pour faire cet exercice, quoi. Or, il y avait un cours de dessin de presse tenu par un professeur qui s'appelait Michel Taride, qui est décédé aujourd'hui, mais c'est un très bon prof, et donc il y avait pas mal d'élèves qui s'intéressaient au dessin de presse à l'époque. Donc il y a 8 élèves qui se sont comme ça présentés au DNA, et donc moi j'étais parmi les 8, et on suivait la conférence donc de rédaction en fin de semaine, tous les vendredis, et chacun après rendait sa copie le dimanche. Vous étiez en concurrence? On était en concurrence, et donc Claude Queflin, il avait plein de dessins à sa disposition, et donc il pouvait faire son choix. Et voilà, donc après le lundi, c'était le suspense d'ouvrir le journal et de découvrir qui avait été retenu, quoi. Et tu as été retenu souvent? Au début, pas du tout. Au début, j'étais vraiment complètement à côté de la plaque, quoi. Et à force d'échecs, j'aurais pu me décourager, c'est ce qu'on fait beaucoup d'ailleurs, mais non, je me suis accroché, et petit à petit j'ai commencé à comprendre la ligne éditoriale, savoir comment présenter les choses, ce que cherchait vraiment le rédacteur et tout ça, et finalement à la fin, c'était un peu comme la Highlander, quoi. Il n'en reste qu'un. C'est toi. C'était moi, quoi. Est-ce que le dessin de presse est un éditorial? Je crois pas, c'est marrant, j'ai entendu Jean Plantu en parler l'autre jour là sur France Inter. Il disait c'est un peu le Canada Dry de l'édito, en fait, le dessin de presse, c'est-à-dire ça a la couleur, ça a le goût, mais c'est pas en fait un édito, en fait, c'est autre chose. Moi, tout le monde dit ça remplace un édito. Non, ça remplace pas un édito, c'est autre chose. Parce qu'il y a ce recul humoristique, satirique ou autre. Un édito, c'est pas sur un ton humoristique, c'est quelque chose de quand même très sérieux, quoi. Et ça, évidemment, ça traite de l'info, mais d'une manière sérieuse. Alors que le dessin de presse, ça peut être un tas de choses. Ça peut ne pas être sérieux, un dessin de presse. Mais en général, il y a ce côté... Il y a ce côté décalé, toujours, quoi. Mais tes dessins de presse ont une portée. Est-ce que cette portée vaut celle d'un édito, d'après toi? S'il y a une portée, c'est pas la même, quoi. C'est autre chose. Ça permet, je trouve, de voir justement l'actualité, de voir les personnalités politiques sous un autre angle. Après, je pense que les gens faut pas insulter l'intelligence des lecteurs. Je pense qu'ils sont assez intelligents pour faire la différence entre un dessin et puis la réalité. C'est comme la marionnette de Chirac au Guignol. Ça a rendu Chirac sympathique, mais je pense pas que c'est la marionnette qui fait voter les gens Chirac. Ou alors c'est que vraiment, ils ont vraiment de drôles d'arguments, quoi. Est-ce qu'on te laisse choisir tes sujets le dimanche pour le journal du lundi? Alors là, c'est une discussion, c'est-à-dire, tiens, il y a tel sujet, qu'est-ce que tu en penses? Là, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec Franck Buchy, qui m'a parlé d'un sujet, j'ai dit, ok, écoute, j'ai pas mieux, on parle là-dessus. Mais des fois, moi, je sais pas, dans la semaine, je trouve un truc, ou alors j'entends un truc aux infos, et puis je me dis, tiens, je pourrais faire le parallèle avec ça, et puis je propose. En général, ça passe. T'as tes sources en direct aussi? Mes sources en direct? Tes sources en direct, tu rencontres parfois des personnalités de la scène politique alsacienne en direct? Oui, c'est-à-dire que oui, ça m'arrive, ouais.
Ça m'arrive d'ailleurs qu'ils me disent des trucs qu'ils disent pas aux journalistes. Mais bon, c'est toujours, bon allez, c'est off, hein, mais bon, après au moins, ça me permet de pas être à côté de la plaque, moi, quand je fais un dessin. C'est-à-dire, voilà, je ne vais pas révéler forcément des choses qu'on me dit en secret, mais par contre, je sais qu'après, si j'anticipe ou si je fais un dessin humoristique sur quelque chose, je sais que je vais pas être à côté de la plaque avec ce qui va suivre dans une semaine. Ton terrain de jeu, c'est l'Alsace entière ou c'est le Grand Est ? C'est essentiellement l'Alsace, mais c'est l'Alsace par rapport au Grand Est. Ça peut être Strasbourg, ça peut être l'Alsace entière, ça peut être... J'aime bien quand les sujets débordent aussi. C'est-à-dire quand ça déborde sur Paris, quand on a par exemple des personnalités de Paris qui viennent en visite à Strasbourg, qui a vraiment d'un coup une actu avec le gouvernement, ça me plaît parce que du coup on connaît les protagonistes et pour moi c'est quand même plus confortable. Est-ce que tu es plus strasbourgeois que colmarien ou haut-rhinois en général ? Bah, de fait, de toute manière, moi ça fait plus de 30 ans que j'habite ici, à Strasbourg. J'adore cette ville, j'ai l'impression d'être strasbourgeois aujourd'hui. Et je connais beaucoup mieux l'atmosphère qui règne ici que celle qui règne dans le Haut-Rhin. Mais après, je fais attention de traiter des sujets pour le dessin du lundi, d'essayer quand même d'être régional pour que tout le monde se sente concerné, quoi. Pas faire que du Strasbourg tout le temps, quoi. Alors le dimanche 28 mars, tu as proposé au DNA un sujet qui était purement strasbourgeois, et ce dessin n'est pas paru. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? C'était un dessin relatif à la subvention à la mosquée. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'ai fait mon dessin comme je fais à chaque fois, sur un sujet difficile, certes, mais au moment de rendre ma copie, effectivement, il n'a pas été retenu. Mais voilà, encore une fois, je sais que ça a fait un tollé général sur Facebook. Bon, moi, j'ai eu la maladresse de marquer, évidemment, les gens non parus dans les DN. J'aurais pas dû associer les DN à ce dessin. Voilà, parce que c'est le droit des DN, je respecte complètement ce droit de refuser un dessin. Ils maîtrisent leur ligne éditoriale, c'est tout à fait leur droit, donc je ne critique pas ça. Par contre, moi, le dessin m'appartient et j'ai le droit de le diffuser. Voilà, donc simplement, j'aurais pas dû faire référence au DNA, j'aurais dû envoyer un dessin en disant voilà mon dessin. Mon inspiration du jour. Tu regrettes d'avoir évoqué la non-parution par rapport à ce dessin ? Oui, parce que évidemment, ça a suscité l'animosité après de la rédaction vis-à-vis de moi. Je peux comprendre parce que c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal reçu après derrière, mais voilà, donc c'est une maladresse, mais par ailleurs, c'est vrai que il n'y avait pas de raison que je publie pas ce dessin, parce que c'est mon dessin, évidemment, j'ai quand même le droit, déjà qu'il est refusé, je peux quand même le faire paraître, et surtout en faire partager les internautes, quoi. Mais qu'est-ce qui a changé entre un dessin refusé aujourd'hui et un dessin qu'on te refusait dans les années 90 ? Qu'est-ce qui a changé ? On te refusait souvent des dessins dans les années 90, puisque vous étiez 8 en concurrence. Oui, alors là, il se trouve qu'entre-temps, il y a eu les réseaux sociaux, quoi. Et que, évidemment, maintenant, tout le monde s'exprime sur tous les sujets. On voit bien que tout le monde est crispé aujourd'hui, et au-delà, moi je parle pas de censure du tout, parce que c'est pas, si vous voulez, l'espace qu'on me donne dans le journal, c'est pas une carte blanche. Si c'était une carte blanche, si le contrat était tu fais ce que tu veux dans cet espace-là, si on me refuse un dessin, là, ça devient une censure, parce que là, d'un coup, le contrat est rompu. Mais là, c'est quand même, il y a un cadre. Ce cadre, je le connais, en plus, je le connais bien. Je veux dire, ça fait quand même longtemps que je travaille dedans, donc je sais qu'il y a un cadre. Voilà, là, j'ai dû déborder un peu du cadre. Et donc, forcément, si vous voulez, j'accepte la punition, entre guillemets, quoi, mais bon, j'accepte en tout cas, quoi. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je crois, c'est qu'on est dans une autocensure. L'autocensure de ta part ou de la part de... Non, l'autocensure de tout le monde. Tout le monde s'autocensure. Tous les médias s'autocensurent. Maintenant, tout le monde se crispe sur tout. Et voilà, et donc... C'est quand même regrettable parce que je crois que ça édulcore quand même, et ça fait que les gens ne s'expriment plus librement, quoi. Ça, c'est évident, quoi. Tout le monde a peur de la sanction, tout le monde a peur de la réaction, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regretter, mais on peut regretter évidemment de ce qui se passe à la télé, à la radio, dans la presse papier. Tout, mais est-ce que ce dessin je l'ai imprimé. Non, je ne l'ai pas avec moi. Est-ce que ce dessin avait quelque chose de non publiable ? Qu'est-ce qu'on a reproché à ce dessin ? Moi, si je l'ai envoyé, c'est que je pensais qu'il était publiable. Franchement, je ne peux pas dire autrement. C'est que je pensais, parce que pour moi, ce dessin n'est pas
n'attaque pas la religion. Ce dessin, ouais, voilà. Bon, ce dessin, donc, pour moi, il n'attaque pas la religion, il attaque la politique. Il attaque une politique, une maladresse politique. Voilà, donc après, c'est la représentation des personnages, probablement, qui a dû gêner, mais voilà. C'est comme ça, je veux dire, c'est pas grave, tout ça n'est pas grave. Et d'ailleurs, on passe à autre chose très très vite. C'est aussi le rythme des réseaux sociaux, c'est que un scandale passe au-dessus d'un autre, et puis voilà, au bout de quelques jours, on a oublié, et puis on passe à autre chose. Voilà, ça aussi, on peut le regretter d'ailleurs, parce que tout va très vite. Alors, je te lis un extrait d'une tribune que Patrick Chapat, le dessinateur de presse suisse qui travaille pour le New York Times, a publié dans Courrier International en juillet 2019, suite à la décision du New York Times d'arrêter de publier du dessin de presse. Patrick Chapat dit, nous vivons dans un monde où la horde moralisatrice se rassemble sur les médias sociaux et s'abat comme un orage subi sur les rédactions. Cela oblige les éditeurs à des contre-mesures immédiates, cela paralyse toute réflexion, cela bloque toute discussion. Est-ce que c'est la même chose qui s'est passé au DNA ? Non. Mais pas du tout. Non, pas du tout. On n'est pas là-dedans du tout. Mais moi, ça me fait penser surtout à l'histoire. C'est pas pour botter en touche, là, mais on reste quand même dans le même sujet. Je pense à l'histoire du monde avec Xavier Gorce, quoi, par exemple, qui est arrivé quand même il y a pas longtemps. Moi, je trouve ça hyper courageux de sa part d'avoir décidé de partir. Et je comprends pas la réaction du monde qui a consisté à complètement dénigrer son dessinateur, à s'excuser auprès des internautes, à dire que ce dessin n'aurait pas dû paraître. Moi, je pense qu'ils auraient dû assumer et ils auraient dû défendre leur dessinateur, quoi. Et ça, je trouve que c'est grave, quoi. Et je comprends que Xavier soit parti, parce que... Après, je sais pas si j'aurais fait pareil, je ne sais pas, je peux pas le dire, quoi. Mais je trouve que là, il a eu une réaction assez admirable parce qu'il a pas cédé et il a montré il a montré qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette manière de faire, quoi. Est-ce que vous, les dessinateurs de presse, vous êtes concernés par la clause de conscience ? Est-ce que vous êtes éligible à cette clause de conscience ? Ça voudrait dire que vous avez la carte de presse ? Ah oui, non, mais moi je l'ai pas de toute manière. Donc je suis pas journaliste. Moi je suis illustrateur, hein, donc indépendant. Est-ce que tu connais d'autres dessinateurs de presse qui ont la carte de presse ? Est-ce que ça se fait dans votre profession ? J'en ai aucune idée. Donc, du coup, si vous n'êtes pas couvert par la clause de conscience, vous êtes fragile dans les rédactions ? Votre position est fragile ? Moi, elle est plus que fragile, la mienne. Très honnêtement, c'est-à-dire que moi, on peut se passer de mes services du jour au lendemain. Mais c'est le jeu. Je me suis jamais dressé contre ça. Je veux dire, moi, je suis illustrateur indépendant. Donc, je travaille aussi pour la presse, pour l'édition, pour la pub, pour de la com, voilà. Et je tiens aussi à mon indépendance. Donc. Non, je n'ai pas de problème avec ça. Yannick, quelle est la différence selon toi entre un dessin de presse raté et un dessin de presse réussi ? Qu'est-ce qui permet de synthétiser une info, une actu dans un dessin ? C'est très simple, un dessin réussi, c'est un dessin qu'on comprend en une demi-seconde, quoi. Alors il y a des ingrédients pour ça. Le dessin idéal, c'est un dessin qui se passe de bulles, où il n'y a pas de texte. Parce que le texte demande quand même un certain temps à être lu. Quand vous avez un dessin qui est très visuel, déjà quand vous travaillez sur un sujet qui est connu de tous, donc vous avez une espèce de zone de confort, comme ça, où vous pouvez vous exprimer sans avoir à rappeler les faits, déjà. Donc vous travaillez sur un sujet comme ça, commun, que tout le monde connaît, qui est très fort. Et là-dessus, vous allez faire une image, donc un truc très visuel, comme ça, qui claque. Et ça, c'est le dessin idéal, parce que vous regardez le dessin, en une demi-seconde, vous avez compris, quoi. Et ça déclenche une réaction. Alors, c'est pas forcément le rire, hein. Ça peut être aussi je sais pas moi, une révolte, une colère, mais ça fait réagir en fait. C'est ça un bon dessin. Un bon dessin, c'est un dessin qui est compris en une demi-seconde et qui fait réagir, quoi. Un mauvais dessin, c'est un dessin, évidemment, c'est l'inverse, quoi. C'est un dessin qu'on comprend pas, qu'il faut dire mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, il faut aller chercher la référence, tiens, je comprends pas. Alors c'est un dessin qui peut être mal fichu au niveau de la mise en scène, qui rappelle mal le fait, bon voilà quoi. Alors dans Charlie Hebdo, est-ce que tout le monde comprend ces codes de la caricature ? À ceux qui achètent Charlie, le lecteur de Charlie, lui il est déjà conquis par les codes justement. Et les personnes qui peuvent s'offusquer de ce qui paraît dans Charlie, que ce soit des personnes politiques ou des personnes de la société civile. Parfois, on entend des gens qui s'offusquent de ce qui paraît dans Charlie. Qu'est-ce que tu en penses ? Ils ont le droit de s'offusquer, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne comprennent pas les codes de la caricature ? Ça veut dire que c'est pas des lecteurs de Charlie, ils ont le droit de pas l'être, ils ont le droit de pas aimer ce style, c'est leur liberté à eux.
Mais par contre, qu'ils disent pas, on élimine ce journal, il est hors de question que ce journal paraisse. Voilà, c'est tout. Chacun a le droit de réagir comme il veut. Ça, c'est normal. C'est chacun a sa liberté là-dedans. Mais ça, il faut que ni les uns ni les autres perdent cette liberté, quoi. Alors, dans les DNA et dans le Grand Est en général, quels ont été tes sujets préférés depuis 3 ou 4 ans? Tes sujets récurrents et tes sujets préférés? Oui, c'est vrai qu'il y a des sujets qui reviennent régulièrement. Bon, le Grand Est, évidemment, quoi. La gabegie du Grand Est, ça, c'est quelque chose que je traite souvent. Parce que, la réforme territoriale? Alors là, pour le coup, oui. Alors, finalement, j'ai pas l'impression de mettre en avant mes opinions, sauf sur certains sujets, comme le Grand Est, où là, vraiment, je suis un peu obligé de prendre position, quoi. Mais sinon, à Strasbourg, il y a le GCO, bon, il y a eu les municipales, il y a aujourd'hui avec la nouvelle mairie, il y a matière. Quel genre de sujet par rapport à la nouvelle équipe strasbourgeoise? Oh bah tout là, bon on a eu la mosquée, mais il y a plein de trucs, il y a les îlots de fraîcheur, il y a la zone de faible émission là aussi qui va bien nous amuser là, je crois, ouais. Donc ouais, ça a bien commencé, ouais. Et dans le Grand Est, enfin en Alsace, pardon, tu as eu un bon client, comme on dit, c'était Gilbert Meyer. Ah oui. J'en ai eu quelques-uns des bons clients comme ça. Qui ont disparu physiquement ou qui sont retirés de la vie politique. Et il y a Gilbert Meyer, évidemment, qui était, comment dire, le Jacques Chirac des Guignols, quoi. C'était Gilbert, quoi. Et sinon, j'avais Grossman, que évidemment j'adorais dessiner. Et puis là, j'ai perdu mon deuxième Robert il y a pas longtemps. Ça fait la paire, quoi. Et donc c'était Robert Herrmann qui vient de quitter la vie politique, là. Donc voilà, bon, mais je les fais revenir de temps en temps quand même. Voilà. Tu les fais revenir? J'aime bien, ouais. Ouais, Grossman, je l'ai fait revenir dans ce livre-là à un moment donné, puisque Catherine Trottmann reprenait du service. Alors je me suis dit, pas de raison, on va faire revenir aussi Robert, quoi. L'Europe aussi, c'est un sujet récurrent. L'Europe, c'est même une rubrique dans ton livre. Ouais. Est-ce que tu fais partie des journalistes qui défendent le siège de Strasbourg? Alors, enfin, des journalistes ou des collaborateurs? Ouais, en fait, ça, c'est vrai que ça, c'est le deuxième sujet où je mets un peu mon opinion quand même en avant. C'est que je trouve hallucinant qu'on se batte pas plus pour le siège du Parlement. J'ai l'impression vraiment, Strasbourg, enfin jusqu'à présent, j'espère que ça va changer, mais on a toujours été petits bras, quoi, ici, quoi. Petits bras, quoi. Qui ont? Je pense la mairie, les différentes collectivités locales. Enfin, je veux dire, on a l'impression que la task force, tout ça, bon, c'est bien gentil, mais voilà, aujourd'hui où on en est, quoi. On en est que maintenant tout le monde reste à Bruxelles, voilà, tranquille, quoi. Et puis avec une mauvaise foi, pas possible. Donc c'est agaçant. Donc dès que je peux, évidemment, je bombarde, quoi. Oui, tu les as caricaturés dans ton livre, page 167. Ouais, les anti-Strasbourg, j'aime bien les dessiner comme ça, très froid, un peu à la Matrix, comme ça, avec des lunettes de soleil, voilà, un peu avec un look un peu danois, suédois, comme là, ça. Tu les as caricaturés en astronaute, façon Thomas Pesquet. Oui, voilà, ouais, ça c'est pour rebondir sur ce qui se passe. Il a bon dos le Covid, même quand la situation sanitaire devient plus critique à Bruxelles, les eurodéputés ne veulent pas revenir à Strasbourg. Ouais. Et ça, c'était en octobre 2020. Tu pourrais redessiner la même chose cette semaine. Oui. Mais alors avec une autre idée, mais c'est vrai que bon, l'environnement des astronautes, là, oui, ça pourrait être utilisé, ouais. Ça, c'est une recette qui est vachement intéressante, quoi. Oui. Il y a un livre qui parlait de Robert François. qui nous suit. Ah oui. Enfin, dans un jeu inversé, nous dit-il, l'occasion de saluer le talent et la perspicacité de l'artiste, signé une victime heureuse, Robert Herrmann. C'est bien. Mais ils sont toujours contents après. Pendant, non. Mais alors après, ils sont contents quand même. Il est content. Comment tu le caricaturais, Robert Herrmann? Comment tu réussissais à le... Alors c'est rigolo dessiner? Parce que, j'ai mis un moment à le choper parce qu'il n'était pas facile à dessiner. Mais après, j'ai réussi à choper son visage. Et en fait, il paraît qu'il était content parce que je lui dessinais pas trop de ventre. Et quand je me suis aperçu qu'il en avait, alors finalement, après j'ai rectifié le tir. Est-ce que tu es aussi féroce avec les femmes qu'avec les hommes dans ton trait caricatural? Eh ben ça, c'est difficile à dessiner une femme. Ouais. Est-ce que tu les épargnes un peu plus que les hommes? Ouais, j'ai tendance. Oui, c'est vrai, je dois reconnaître. Ouais, c'est vrai. Et puis je me rappelle quand j'étais encore avec Claude Quefflin, c'est arrivé des fois que quand c'était encore Catherine Trottmann qui était maire, des fois il me disait réduis un peu trop.
Alors bon, j'en enlevais, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est difficile quand même. Les femmes, on est toujours un peu plus hésitant, quoi. Ouais. Comment tu appréhendes les nouveaux personnages, les nouvelles personnalités qui entrent dans le jeu politique? La nouvelle maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, comment tu l'as caricaturée pour la première fois? Au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai googlisé. Hein, je voulais regarder toutes les photos. Je l'avais rencontrée une fois à l'époque, à l'opéra, quand l'équipe de Charlie est arrivée. En sortant comme ça, je l'ai aperçue et tout. Bon, je savais qu'elle était candidate. Et puis du coup, je suis allé la voir. Je lui ai dit, voilà, je me présente et tout ça. Et je lui ai dit, bon, si ça se trouve, je vous regarde un peu mieux parce que si ça se trouve, j'aurais besoin de vous dessiner plus ces prochains temps, quoi. Et puis finalement, c'était un peu prémonitoire, quoi. Alors après, voilà, j'ai mis quand même du temps à choper la structure de son visage, mais maintenant, je dois pouvoir la dessiner sans photo, là. Oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu utilises ou est-ce que tu as envie d'utiliser des gimmicks comme Plantu l'a fait toujours dans le monde avec sa petite souris? Oui, mais des gimmicks qui sont des défouloirs en même temps? Non, je le fais pas parce que justement ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait plein de fois. Gottlieb, il avait une petite coccinelle. Il y a plusieurs quand même dessinateurs qui ont utilisé ce principe. Je vois pas pourquoi je le ferais. Par contre, ça m'est arrivé de réutiliser des petits éléments, comme par exemple quand je dessinais Roland Ris avec une petite mouche comme ça qui passait. Alors parce que Roland Ris, en fait, on a l'impression toujours que il n'est pas vraiment là, quoi. Donc en fait, quelqu'un lui parle et puis voilà, et puis alors donc il suit la mouche comme ça, voilà. Ça m'est arrivé de dessiner ça comme ça sur plusieurs dessins. Une seule mouche. Une seule mouche. Oui, parce que Sarkozy chez Plantu, c'était plusieurs mouches. Mais je crois qu'il avait un contrat, il fallait qu'il en dessine pas plus que 3 des mouches. Voilà. Non, mais au-delà d'une mouche, ça commence à être un peu malsain, quoi. Plantu était moins cruel envers les femmes qu'envers les hommes. Il a souvent dit. La seule personne politique qui dessinait d'un trait vachard, c'était Margaret Thatcher. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est parce qu'en plus, comme elle est anglaise, elle pouvait peut-être moins râler, moins prendre son téléphone et appeler la rédaction du Monde pour râler, je sais pas, mais on a plus de facilité à être méchant finalement avec les personnalités politiques étrangères, parce que finalement. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Les femmes, c'est pas déjà parce qu'elles ont en général des traits plus fins, donc c'est plus difficile à dessiner. Et puis on n'a pas envie de. Je sais pas, alors c'est peut-être couillon, hein, peut-être qu'on devrait finalement faire comme pour les hommes, exagérer ce qu'il y a à exagérer, quoi. Peut-être que ça viendra. Parfois dans tes dessins, tu as des références cinématographiques. Ouais. Dans ton ouvrage, il y a une référence dont je me souviens, une référence au tonton flingueur. Ouais. Le monde du cinéma ou même le monde de la littérature, ça t'inspire ? Ça t'aide à faire des croisements pour produire tes dessins ? Oui, mais alors je suis obligé d'utiliser des choses qui sont vraiment dans le conscient collectif, quoi. Ouais, vraiment des choses que tout le monde connaît. Par exemple, j'ai fait un dessin où on voit Bierry qui rentre dans une espèce de caverne un peu à la Indiana Jones. Bon, Indiana Jones, il y a quand même pas beaucoup de gens en fait qui captent pas la référence. J'essaie quand même de prendre des choses qui sont très évidentes, quoi. Sinon, après, ça fait trop référence culturelle comme ça. Non, c'est vrai que je travaille que avec des éléments qui sont captables par tous, quoi. Dans un autre journal du groupe Ebra, l'Est républicain, il y a eu un dessinateur qui est resté en place pendant 5 décennies, de l'Est, et de l'Est caricaturait souvent la scène politique nationale. Oui. Toi, tu n'y as pas accès à cette rubrique-là? Enfin, c'était pas une rubrique, c'était un dessin de une pour lui. Pas pour l'instant. J'espère que ça viendra un jour. J'aimerais beaucoup. De l'Est faisait à la fois du local et du national. Oui, moi j'aimerais bien forcément travailler sur des sujets nationaux, internationaux, parce que là on a des super bons clients aussi. Là, hein. Alors, il y avait ce Donald Trump là, qui était quand même bien gratiné, mais en même temps, quand c'est des personnages qui sont trop caricaturaux, finalement, c'est pas forcément des si bons clients pour le dessinateur, parce qu'il n'y a plus grand chose à faire en plus. Voilà. C'est vrai, après tout, ils sont tellement déjà, eux, des dessins de presse ambulants en soi, quoi, qu'il n'y a plus grand-chose à rajouter, quoi. Bon, Chapak les a bien utilisés dans ses dessins. Oui, bien sûr. Non, mais moi, j'adorerais faire de l'info gênée. J'aimerais beaucoup. Peut-être qu'un jour, j'y aurai accès. Et des fois, quand j'ai vraiment envie de me défouler, que j'ai une idée, j'envoie ça sous un pseudo sur Facebook, quoi. Voilà. Tu proposes tes dessins de presse à d'autres titres ? Ouais, non, là, j'ai pas récemment, non, je l'ai pas fait. Je le ferai peut-être. En national ou à l'étranger ? Je le ferai peut-être là, prochainement, ouais, peut-être.
Qu'est-ce qui t'attirerait comme type de presse? Plutôt de la presse d'opinion Ça ou... serait pas Charlie ou j'aimerais bien le Canard enchaîné, ouais, mais bon après il faut vraiment être sur place, je pense. Et puis c'est une famille, ça a l'air assez fermé en fait, donc je pense que ça fonctionnerait pas, mais ouais non, mais Le Monde, ouais, tant qu'à faire autant viser Le Monde. Que penses-tu de l'initiative Cartooning for Peace, qui est une initiative conjointe de Plantu et de Kofi Annan, et qui va prendre le relais de Plantu dans Le Monde? Oui, je sais, c'est une bonne idée, n'importe comment. Oui, je connais. Donc c'est un collectif international de dessinateurs de presse, pour les auditeurs qui ne se connaissent pas, Cartooning for Peace. Tu peux nous en parler un petit peu? Ce que je peux en dire, c'est que j'avais croisé l'équipe quand ils étaient venus pour le Forum international de la démocratie. C'était en 2018, je me trompe pas. Forum mondial de la démocratie à Strasbourg. À Strasbourg, ouais. Et donc c'était hyper intéressant parce qu'on était tous au Conseil de l'Europe là, et il y avait plein de dessinateurs étrangers, donc de Russie, de Syrie, du Liban, d'Afrique, etc. Et c'était vraiment intéressant d'avoir leurs témoignages. Et c'est là qu'on se rend compte que on a de la chance, nous aussi. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu Charlie Hebdo, et c'est terrible, parce qu'on est en France, dans une démocratie, une grande démocratie. Il s'est passé ce drame absolu. Mais dessinateur de presse en Syrie, je peux vous dire que il faut être sacrément courageux, quoi. Ou même en Russie, Donc il y avait un dessinateur qui racontait qu'en fait il était devenu réfugié politique en France parce qu'en fait il était poursuivi dans son pays d'origine et qu'il était très menacé, quoi. Donc le dessin de presse, je pense, c'est devenu un symbole de la liberté de la presse aujourd'hui. Bon, depuis Charlie, c'est vrai. Depuis Charlie. C'est devenu vraiment une valeur absolue. Et quand je vois que le New York Times s'en est passé, donc tu parlais de Chapat tout à l'heure, donc qui a perdu aussi un espace d'expression dans le New York Times parce qu'il y a eu un dessin qui n'a pas plu à des gens. C'est d'ailleurs très curieux la manière dont ça s'est fait. Mais... Raconte-nous. De ce que j'en sais, parce que je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire de ce qui s'est passé, mais il me semble que le dessinateur de presse qui a fait ce dessin, donc je rappelle, le dessin, c'était envoyé, c'est Netanyahou, qui était en chien, et donc il était tenu en laisse par Donald Trump, qui avait une kippa. Voilà, c'était un dessin visuel comme ça. Alors je ne sais plus exactement sur quoi il réagissait. Je pense que c'était les rapports donc USA, Israël, etc. Et en fait, ce dessin fait par un dessinateur portugais, je crois, si je me trompe pas. C'est même pas un dessin qu'il avait fait pour le journal. C'est un dessin qui avait été pris par le journal et qui avait été publié. Et c'est suite à la réaction, en fait, suite à la publication, qu'ils ont décidé. Alors, est-ce qu'ils en ont profité? Ils comptaient peut-être le faire déjà avant. Ils en ont profité pour supprimer tous leurs dessins de presse, quoi. C'est incroyable. Est-ce que les journalistes ont réagi à cette décision du New York Times? Je sais pas. Pour moi, il y a eu zéro réaction. Moi, je n'ai pas souvenir d'une réaction vraiment. T'en ai pas entendu parler? Alors peut-être aux États-Unis, j'en sais rien. Je sais pas en fait comment eux ils considèrent le dessin de presse aux États-Unis en fait. J'ai pas d'idée sur ce sujet. En France, dans la presse quotidienne régionale, est-ce que tu as des exemples d'autres médias, dans d'autres villes, dans d'autres régions, qui traitent les dessinateurs de presse de la même manière ou d'une manière différente des dernières nouvelles? Je sais pas comment on traite les dessinateurs dans la PQR. Dans la PQR, ouais. Je sais pas comment ils sont traités en fait. Est-ce que d'autres titres accordent une place comme toi, une place récurrente tous les lundis? Certainement, ouais, je pense, ouais. Il y a du dessin de presse dans Nice Matin, il y a du, tu vois. Oui, il y en a, ouais. Entre autres. Je pense qu'ils ont aussi leur rubrique hebdomadaire aussi, ouais. C'est bien. Non, franchement, c'est bien. J'espère que ça continuera, quoi. Non, c'est important. Est-ce que tu as d'autres projets qui ne paraîtraient pas dans les médias, on va dire des projets médiatiques, des projets artistiques? Des projets artistiques qui ne paraîtraient pas dans la presse, Qui ne soient pas du dessin de presse. Ah oui, non, mais moi je suis illustrateur, donc j'illustre tout ce qui peut s'illustrer. Donne-nous voir des exemples. Je fais des bouquins pour enfants, par exemple. Je fais des kamishibai aussi, c'est-à-dire c'est des théâtres d'images japonais. Donc c'est des grandes images comme ça qui sont présentées dans un théâtre en bois comme ça et lues aux enfants. Et donc il y a des grandes images comme ça, et alors derrière on a le texte, et puis on passe les images comme ça, on la met derrière, et puis voilà, ça fait un petit théâtre d'images comme ça. Donc c'est vraiment agréable parce qu'on peut travailler sur des grands formats, et en plus on peut travailler sur la superposition entre l'image du dessous et l'image du dessus, on peut faire des animations comme ça. Qu'est-ce que tu utilises comme technique pour ça? Ça peut être une technique traditionnelle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus l'habitude de finaliser mes dessins sur ordinateur.
Mais là, ça me permet des fois de revenir à des méthodes plus traditionnelles, quoi. C'est-à-dire crayon, papier, mise en couleur à l'acrylique, au pinceau. Et c'est bien des fois de revenir aux fondamentaux comme ça, parce que pour pas perdre la main, et puis pour prendre du plaisir aussi à faire les choses, moins dans l'urgence, quoi. La ligne claire d'Hergé, c'est ça ta technique? Alors, les gens disent ça parce qu'il y a un trait noir et puis qu'il y a des... Mais c'est pas de la ligne claire ce que je fais. Mais après, bon, voilà, c'est pas grave, on dit ça, c'est une espèce de terme un peu générique, mais c'est pas ça la ligne claire. La ligne claire d'Hergé, c'est un cerné noir rempli d'aplats, mais il n'y a pas de modelé, c'est-à-dire il n'y a pas d'ombrage en fait. C'est-à-dire tout est... Voilà, c'est un aplat dans un cerné. Voilà, c'est une simplification en fait d'une forme de réalité. Donc moi je fais pas ça puisque j'utilise les ombres, les lumières, etc. Bah, la preuve sur le dessin qui était refusé, c'est justement un jeu d'ombre et de lumière, quoi. Mais voilà, quoi. Mais ouais, non, donc c'est pas de la ligne claire, c'est un style clair par contre. C'est-à-dire voilà, c'est pas un style comment dire foutraque, quoi. Et voilà. Xavier Gorce, comment tu définis son style? À lui, alors j'admire beaucoup. Je suis incapable de faire ça. Il a un style très gestuel, comme ça, justement graphique, dans le geste. Et pour faire ça, il faut avoir une... Je sais pas, il faut pas être... Parce que moi, je suis un laborieux, moi. Je fais les choses, ouais, je dessine, comme ça, il faut que les choses ressemblent à ce que ça doit ressembler. Voilà, je voudrais pas surtout que les gens comprennent autre chose que ce que je veux dire. Alors, je suis hyper précis, le moindre détail et tout ça. Et lui, je pense qu'il faut être très sûr de soi pour dessiner comme ça, quoi. Faut pas douter, en fait. C'est le doute qui fait que quand on commence à douter, c'est là qu'on commence à trembler, en fait. Voilà. Donc, et lui, j'admire beaucoup son style, comme ça, très enlevé, je pense que c'est hyper rapide ce qu'il fait. D'ailleurs, je l'ai vu, puisque quand on était au Forum de la démocratie, on a fait des dessins comme ça, en direct. Oui. Et ça va vite, quoi. Toujours ces personnages récurrents? Oui, voilà, des personnages, donc il les maîtrise complètement. Pour lui, ça devient une espèce d'écriture, en fait. Voilà. Et ça, c'est intéressant, mais je suis incapable de le faire, moi. T'es incapable de faire un dessin? Non, je peux pas faire ça, moi. J'ai déjà essayé de faire des trucs, mais en fait, à chaque fois, je me dis non, c'est pas moi. D'ailleurs, oui, c'est pas moi, quoi. Est-ce que chez Gorce, pour reparler de Xavier Gorce, dont on a parlé tout à l'heure par rapport au monde, est-ce que le contenu de la bulle est plus important chez lui que chez toi? Oui. Ah oui. Pourquoi? Parce que lui, en fait, justement, lui, c'est un truc. Alors, j'ai toujours pensé que le dessin de presse, c'est un exercice littéraire, quoi. C'est-à-dire que si vous ne sentez pas les mots, si vous n'êtes pas sensible au contenu des mots, à la sonorité aussi, tout ça, je pense qu'il faut avoir un certain sens de l'esthétique, en fait, des mots, et puis aussi de leur fond. Et c'est souvent ça qui font naître des idées. En fait, c'est à partir du langage, des phrases et tout ça. C'est comme ça qu'on arrive à combiner des idées. En fait, donc c'est un exercice qui est assez littéraire, le dessin de presse. Mais lui, je pense qu'il est encore plus. C'est-à-dire que lui, il joue vraiment sur le texte, quoi. Et chez lui, c'est pas gênant, en fin de compte, quoi. Au contraire, ça fonctionne bien. Et donc, le dessin, chez lui, c'est un prétexte. Alors finalement, des fois, il a des dessins qui pourraient se réduire, en fait, au texte, et que du coup, le dessin ne devient plus qu'un environnement, quoi. Et quand tu attribues des propos politiques alsaciens, c'est des propos inventés ou c'est des propos rapportés dans les bulles? Non, en général, c'est des propos que j'invente, que je formule moi. Et alors, c'est vrai que justement, c'est pour ça que je reviens à l'idée que c'est un exercice littéraire, c'est que faut sous-peser chaque mot, en fait. C'est-à-dire qu'il faut essayer de dire, de faire passer, de véhiculer l'idée de manière la plus simple possible. Donc il faut trouver la bonne phrase, quoi. Si on commence à tourner autour du truc, là je suis en train d'essayer de préparer mon dessin pour la locale, là, qui paraîtra dimanche. Et comme c'est sur la zone de faible émission, c'est assez compliqué parce que, en fait, il y a la petite couronne, il y a la grande couronne. Donc, normalement, le diesel doit disparaître à partir de 2025 pour la petite couronne et 2028 pour la grande couronne. Alors, si je commence à expliquer tout ça dans mon dessin, c'est mort. Hein. Voilà, ça sera un mauvais dessin, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Donc, il faut que je fasse en sorte de faire passer le truc d'une autre manière, quoi. Donc, ça demande quand même un exercice, oui, sur le texte, quand même, qui est... il faut sous-peser, quoi. En fait, c'est une horlogerie fine, en fait, un peu le dessin de presse, quoi. Voilà, il faut que chaque rouage soit placé au bon endroit pour que ça finisse par tourner. Voilà. Moi, je veux comprendre comment fonctionne ton cerveau sur cette question de la ZFE. Je serais incapable de résumer ça en un dessin. Ah oui, non, mais j'ai pas cette prétention. Là, je peux pas vous dire le contenu du truc. Je peux pas décrire le truc parce que bon, voilà, c'est sur des. Ouais, parce que sinon après, je vais éventer le truc. Mais oui, c'est en fait un sujet juste pour être plus général, quoi. Il y a un sujet qui arrive et en fait, il faut tourner autour. Voilà, il faut essayer de trouver l'angle. Hein. Ça, en principe, le rédacteur le fait aussi. Il tourne aussi autour de son sujet.
Ouais, mais lui, après, il fait de l'info. Voilà, donc lui, il relate des faits. Je suis pas en train de minimiser le truc. Hein. Moi, je pourrais pas le faire, donc je suis admiratif aussi de la plupart, enfin ceux qui travaillent bien. Les pros, les antis sont dans ton papier en principe. Tu vois, la question de la pollution, notamment sur les sujets de pollution. Ouais. Tu mets les pros ZFE, les anti-ZFE, les lobbies, etc. La mairie d'Ilkirch. Tout ça, ça donne un papier qui fera, mettons, 3000 signes. Toi, tu résumes ça en une bulle de 150 caractères. Ouais, mais les gens disent que je résume, mais en fait, c'est pas vrai, je résume pas, en fait. C'est-à-dire, là, je donne à un moment donné je sais pas, une ambiance, quoi. Mais je résume pas. Les gens disent, oh là là, t'as tout dit là-dedans. Non, on dit pas tout, mais je prétends pas tout dire. Moi, en fait, ce que je veux, c'est faire marrer les gens sur un truc. Voilà, les gens comprennent, il faut qu'ils comprennent tout de suite de quoi il s'agit, et puis que ça renvoie à l'ambiance du moment. C'est-à-dire, quand t'as des politiques qui s'engueulent sur un truc, voilà, faut d'un coup que ça vienne en avant, et puis voilà. Je cherche pas à résumer les choses. On peut pas en un dessin. C'est pas le but, d'ailleurs. Des fois, c'est un problème, d'ailleurs, surtout sur le dessin du lundi. Sur le dessin du lundi, des fois, on est sur un sujet. Alors moi, à chaque fois, j'essaye de prendre mes deux journalistes, je leur dis « faites gaffe, c'est trop précis, on est trop dans du local, quoi. Il faut essayer quand même que les gens se sentent concernés. Essayer de revenir, à faire remonter les choses comme ça. Quoi. Parfois, tes dessins tiennent dans 2 cases. Oui. Qu'est-ce qui t'oblige parfois à passer d'une case à 2 cases? Alors, ça dépend. Soit c'est parce qu'il y a une histoire de temporalité où il se passe un truc et puis tout de suite après il se passe autre chose et j'arrive pas à le résumer en une image. Par exemple, c'était le cas sur un dessin avec la préfète où elle dit un truc et puis il y a une case où elle dit un truc et deuxième case, pouf, on lui met un masque sur le visage pour la faire taire, quoi. Ça, je pouvais pas le faire en une case. Le mouvement. Donc là, c'est le temporel en fait qui d'un coup m'oblige à sectionner, enfin à faire un découpage séquentiel en fait. Mais après, sinon, ça peut arriver que c'est pour comparer aussi. Par exemple, quand j'avais fait le dessin, là, d'un coup, quand la ville s'est retrouvée en confinement, j'avais fait, c'était au moment du marché de Noël, j'avais une boule à neige. Avant-après, ouais. Avant et après, quoi. Donc, avant, c'était le Krieg Kindlesmarik avec la boule à neige, avec ce que ça a de kitsch, hein. Mais au moins, c'était gai, quoi. Bon, voilà, il y avait des paillettes, des choses comme ça, voilà. Alors ça, c'était l'ambiance d'avant. Et l'ambiance d'après, c'est une cloche, avec la ville sombre, pas de lumière, juste un chien qui pisse sur un pauvre sapin. Et là, et en fait, c'est la comparaison entre les deux objets qui se ressemblent beaucoup, mais en fait, c'est le contraste qui fait la réaction. Donc ça, c'est un bon dessin, par exemple. Enfin, je me vante. Mais pour moi, ça, c'est un bon dessin. Pour toi, c'est un dessin réussi. Pourquoi c'est un bon dessin? Parce qu'il n'y a pas de texte, quasiment pas. Il y a avant-après, je sais plus. Et puis, c'est visuel, quoi. On comprend tout de suite. François, tu peux nous le montrer, celui-là, s'il te plaît, ou Il est à la fin, je crois. Celui de la préfète, le voilà. C'est le dernier dessin, je crois. Hop là. là. Voilà. Ouais. Enfin, l'avant-dernier, pardon. Voilà, et ça, voilà, c'est juste le contraste entre les deux situations qui fait la réaction du lecteur, quoi. Et ça, évidemment, j'aime bien. Là, on parle donc de récits, de résumés, de condensés en 1 ou 2 bulles. Est-ce que tu as déjà eu envie de t'attaquer à des formats plus longs? Ouais. À de la BD, éventuellement, à du reportage en BD? Alors, la BD, ouais, mais il ne faut pas que ça dépasse une planche. Parce qu'en fait, je m'essouffle, en fait. C'est-à-dire, moi, je pense que je suis meilleur sur une case, sur une image unique. Ça peut être une petite BD, mais sur un album, je pourrais jamais me lancer dans un truc de moine comme ça, quoi. Pour moi, c'est un boulot de moine, quoi, dans Lumineur, quoi. Et quand je dis ça, ça n'a rien de péjoratif. Je suis hyper admiratif des dessinateurs comme ça qui sont capables sur une année de travailler sur un livre, sur je sais pas combien de planches là, combien il y a de planches, une 60aine de planches peut-être, je sais pas. Mais ouais, moi je crois que j'arriverai pas à tenir le truc, quoi. Et si quelqu'un écrit ton scénario? Encore moins. Parce que je crois que je préfère illustrer. Si, bien sûr, ça m'est déjà arrivé d'illustrer des bouquins pour enfants écrits par quelqu'un d'autre, mais en général, j'aime bien illustrer mes trucs, quoi. J'essaye d'être un peu auteur aussi, quoi. Donc, mais c'est vrai que là, c'est vraiment à chaque case. Je suis un laborieux, moi, en fait, c'est ça, quoi. Je mets tout dans une image. Dans ton travail d'auteur, comment va le marché des auteurs de dessins, d'illustration? Comment le marché? Ça doit être très variable. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent. Il y en a d'autres qui doivent, je pense, être en galère, beaucoup. Et toi? Moi, ça va. Ça va bien. Je suis pas, évidemment, ça n'enrichit pas. Hein. Mais disons que j'arrive à en vivre. Et en fait, c'est tout ce que je demande parce que, en fait, c'est ma passion. Est-ce que c'est un métier? Je crois pas. Enfin,
c'est d'autant, enfin, je trouve que c'est pas un métier parce que ça fait tellement partie de moi. C'est tellement moi, en fait, que j'ai l'impression que je m'exprime et donc je me valorise à travers ce que je fais parce que maintenant j'ai un retour en plus. C'est-à-dire maintenant je sais comment réagissent les gens et ça c'est vrai que ça permet de se valoriser et d'exister, quoi. Est-ce que votre métier est suffisamment valorisé ? Je crois pas, et d'ailleurs je crois que pour revenir sur les dessinateurs de bande dessinée, je crois qu'ils sont pas très bien traités. Les choses ont changé depuis quand même quelques temps, depuis quelques années là. Ils sont beaucoup moins soutenus par les éditeurs et c'est difficile, quoi. Et il y a beaucoup de titres qui sortent et finalement très peu d'élus. Il y a des cartons, je sais pas moi, l'Arabe du futur, Zep, là, comment ça s'appelle son petit personnage, Titeuf. Titeuf, évidemment, Astérix. Alors maintenant Astérix, moi c'est un truc, je peux plus ouvrir un Astérix aujourd'hui. Pourquoi ? Depuis longtemps d'ailleurs. Parce que c'est devenu une franchise parce que c'est la poule aux œufs d'or, quoi. C'est-à-dire que voilà, on a trouvé d'autres dessinateurs. Mais moi depuis que Goscinny est mort, je vais faire vraiment vieux con là. Mais depuis que Goscinny est mort, j'arrive pas à retrouver le ton. Goscinny, il avait une plume, il avait un truc, il y avait une manière d'écrire qu'on n'a pas retrouvé après, quoi. Donc déjà, j'avais un peu de mal, mais alors là, c'est encore pire parce que même Uderzo dessine plus. Alors, on a gardé, comme tu dis, c'est une franchise, c'est une marque, quoi. Donc moi, ça. Alors, il a été question, après Charlie Hebdo, de créer en France, quelque part en France, peut-être à Strasbourg, un musée du dessin de presse ou un musée de la caricature. Ouais. Strasbourg a été sur les rangs, Bordeaux sur les rangs, Angoulême, évidemment. Angoulême, c'est la capitale de la BD. Et puis Saint-Just-le-Martel, à côté de Poitiers, qui est apparemment qui tient la corde, quoi. Tu y crois à ce projet ? Et est-ce que tu as jamais cru à la candidature de Strasbourg ? C'est-à-dire que je pense que si le résultat électoral municipal avait été différent, peut-être. Aujourd'hui, je crois que c'est un projet qui a été porté par Alain Fontanelle, non, si je me trompe pas. À Strasbourg, la candidature locale. Ouais. Donc, au départ, c'était un appel à projet du ministère de la Culture. Et donc, ça a été soutenu par Alain Fontanelle, je crois. Alors, je pense que par principe, il ne va pas être repris, ce projet. Enfin, je sais pas. Ça serait vraiment sport de la part de la mairie, mais je sais pas, du coup, je suis pas très optimiste personnellement, mais après je suis pas dans les petits papiers, mais en tout cas, ça serait une belle initiative, hein. Et ça serait bien pour Strasbourg, capitale européenne, d'avoir comme ça un musée du dessin de presse, ouais, ça serait vraiment bien, ça ferait venir du monde. Il y a un musée Tomé Murer à Strasbourg, est-ce qu'il aurait fallu faire travailler les deux projets en synergie ? Mais peut-être, pourquoi pas. Après, bon, je vous dis, je connais pas du tout le projet, le dossier, mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être un lien à faire, là, ouais, en effet. Bon, là, d'après Roselyne Bachelot, ça serait plutôt du côté de Poitiers que le musée se ferait. Sans blague. Merde alors, on va encore perdre un truc à Strasbourg. C'est dingue, ça. François, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Nous, on monopolise les questions. Est-ce qu'il y a des questions qui remontent ? Je vois beaucoup de politiques qui défilent. Allons-y sur des questions directes par rapport aux politiques. Que pense Jean Rotner de la façon dont tu le caricatures ? Tu le caricatures souvent avec une mallette Grand Est, et tu l'as caricaturé comme quelqu'un qui semblait opportuniste sur cette présidence du Grand Est. C'est pas tant la mallette que la tenue du monarque plutôt, hein, avec la couronne et tout. Hein. C'est-à-dire en majesté façon Louis XIV, quoi, avec un trône bien confortable. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il pense de la façon dont tu le traites ? Une fois, je l'ai rencontré sur le salon du livre de Colmar. Il est venu me voir, il a dit... je l'ai déjà raconté ici, ça, mais bon, ça fait rien. Vas-y, raconte, moi je connais pas. Il m'a dit, des fois, quand j'ouvre le journal le lundi, je grince des dents. Hein. Je lui dis, oui, bon, voilà. Et il me dit, vous savez, moi, je fais mon travail. Hein. Je lui fais, oui, moi aussi. Voilà, quoi. Et puis, terminé. Il a tourné les talons après, il est parti, quoi. Mais bon, voilà, c'est tout, quoi. Qu'est-ce que vous voulez je sais pas, après, bon, je veux pas non plus... sur la personne, j'en dirai rien, mais après, sur le parcours politique de Jean Rotner, bon, voilà, c'est un peu comme Richert, quoi. C'est-à-dire qu'en 2014, il manifestait contre la réforme territoriale et il disait « touchez pas à l'Alsace », quoi. Et puis en 2016, il était sur la liste de Richert et il est devenu président après lui, quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je peux pas être sympa avec ça, quoi. J'ai pas envie d'être bienveillant avec ce genre de parcours, quoi. Est-ce que tu es plus bienveillant avec ceux qui dirigent la CEA ?
Alors oui, enfin, je sais pas, bienveillant non, mais au moins dans la démarche, après on peut critiquer, on peut dire, voilà, il y a des gens qui vont dire que c'est un gadget, tout ça, il y a les pour, il y a les contre, etc. Moi je dis on verra. Peut-être que c'est une porte d'entrée. Peut-être que voilà, petit à petit, la CEA va grignoter des compétences, peut-être économiques, on ne sait pas. Alors peut-être que tout ça n'arrivera pas, j'en sais rien, mais je veux pas faire de procès d'intention, donc je vais pas tout de suite taper dessus, quoi. Et si Brigitte Klinkert entrait dans le jeu pour les régionales, de manière ouverte, c'est ce qui va arriver. Certainement. Comment est-ce que tu traiterais cette nouvelle opposition au sein de... J'en sais rien, je sais juste que... Je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'elle va se retrouver dans une position complètement schizophrénique, quoi. Et ça va être des sujets magnifiques en dessin, ça c'est certain. C'est un bon sujet d'édito, un bon sujet d'enquête, et c'est aussi un bon sujet de dessin. Mais oui, forcément, ouais. Parce qu'elle va, évidemment, qu'est-ce qu'elle va faire campagne sur quoi ? En se disant aux gens, votez pour moi, je vais faire péter le Grand Est et je vais faire sortir l'Alsace du Grand Est. Peut-être que beaucoup d'Alsaciens voteront pour elle, mais après, je ne sais pas si les autres, ils auront envie, voilà, ceux qui ne sont pas en Alsace. Donc c'est intéressant. Mais moi, j'attends de voir, mais je me frotte déjà les mains, quoi. J'aiguise mon crayon. Brigitte Klinkert ressemble à quoi quand tu la caricatures ? Elle ressemble à quoi ou à qui ? Oui, on en a, je sais plus, mais c'est vrai qu'elle a un côté, on en a parlé, hein, mais c'est vrai qu'elle a un côté un peu Annie Lennox comme ça. Bon, mais je sais pas si elle chante aussi bien. Hein. Il faudrait lui demander, mais. T'as plus de références cinéma que de références rock dans tes dessins. Ouais, mais parce que c'est les références que j'utilise en cinéma sont plus connues, quoi. Mais non, mais avec ça, elle a un super visage, quoi, qui est assez facile à faire. Tu trouves qu'elle est facile à dessiner ? Ouais. Bon, j'ai eu du mal aussi parce que c'est une femme et parce que peut-être que je m'auto-censure aussi sur la déformation. J'ai pas envie non plus de la faire. Mais je trouve qu'elle a un visage qui est intéressant, une dégaine qui est intéressante, aussi une manière de s'habiller qui est intéressante. Tout ça, c'est j'essaye de me faire une idée. Alors souvent, je leur mets finalement les mêmes fringues à chaque fois, les mêmes fringues, c'est par personne. Je les rhabille à chaque fois un peu pareil, quoi. Chacun sa garde-robe. Oui, c'est ça. Ouais, mais ça se fait tout seul en fait. Hein. Et puis les couleurs aussi que je choisis pour les habits. Évidemment, j'ai tendance à mettre des habits verts sur Barzéguian, quoi. Mais alors c'est un peu premier degré. Hein. Mais en même temps, on travaille avec ces clichés dans le dessin de presse. C'est-à-dire que les clichés aident, mais aident considérablement, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de choses qui perturbent. Et donc, comme on essaie de conduire le regard des gens sur l'essentiel, sur l'idée essentielle, il ne faut pas qu'il y ait de choses qui perturbent. Donc, on utilise les clichés pour ça. Les costumes alsaciens, tu les utilises ? Ouais, ça m'arrive, quand je veux faire pour dire alsacien. Quoi par exemple, si je veux symboliser l'Alsace, je vais faire une Alsacienne habillée en Alsacien. C'est bête comme chou, hein, mais... Et le dialecte ou l'accent alsacien, ton livre s'appelle Bechthoff. Bechthoff, ah oui, c'est l'idée de mon éditrice. Une caricature c'est l'idée de Mathilde, ça. Mais c'est bien. Donc, est-ce que tu utilises du dialecte ou est-ce que tu signifies dans les bulles que quelqu'un a un accent alsacien ? Ça peut arriver, mais c'est rare. D'abord parce que je ne maîtrise pas du tout. C'est une lacune. Hein. Je pense que ça rajouterait une corde à mon arc, mais je ne maîtrise pas. Et donc, des fois, si j'ai besoin, j'appelle quelqu'un, je dis comment tu traduirais ça ? Ça arrive, mais c'est quand même assez rare, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui regardent les dessins et qui ne connaissent pas l'alsacien. Voilà. Alors, la semaine prochaine, il y a 2 actus qui se télescopent. Il n'y a pas de session du Parlement européen à Strasbourg pour la énième fois depuis mars l'année dernière. Et puis il y a l'envol de Thomas Pesquet aujourd'hui dans SpaceX. Comment ton cerveau fonctionnerait par rapport à ces 2 inputs ? Est-ce que tu arriverais à marier ces 2 actus ? Puisque souvent les dessinateurs de presse, vous mariez 2 actualités pour en sortir un seul dessin. Là, je te donne 2 inputs forts de l'actu de cette semaine. Qu'est-ce que ça donnerait comme dessin ? Eh ben, évidemment, ça pourrait donner... Alors là, si je tourne autour du sujet, je pense que j'irai sur le point de vue de Pesquet, quoi. Pesquet qui regarde par le hublot et puis qui voit ce qui se passe. Il voit Strasbourg, il voit Bruxelles et puis je sais pas. Il pourrait faire une réflexion par rapport à ce qu'il voit de là où il est, quoi. Sur le fait que évidemment il voit pas de député européen à Strasbourg. J'en sais rien. Je sais pas, mais ça pourrait être un départ d'idée, c'est-à-dire le point de vue de Pesquet qui regarde évidemment le Parlement européen, quoi, de là où il est. Façon de marier 2 actus, encore une fois. Oui, ça peut être une manière de faire. Ouais. Il y a des sujets d'actu auxquels tu touches jamais ?
Le sport, le Racing ou le... Alors je reconnais que je suis pas très culture, inspiré. Ouais, le foot, surtout le championnat français, m'ennuie beaucoup. Parce que finalement, c'est toujours les mêmes qui sont devant. On a toujours le PSG qui va encore finir champion. Il y a très peu de suspense. On a toujours Strasbourg dans le ventre mou. Alors bon, peut-être qu'ils vont se maintenir, c'est bien, mais ça fait pas un dessin de presse. Alors, je préfère travailler sur la politique. Souvent, il y a beaucoup plus de choses qui se passent, quoi. Est-ce que les jeunes lecteurs te suivent ? Est-ce que les jeunes lecteurs s'intéressent à la politique et du coup, est-ce qu'ils te suivent ? Ou est-ce que tu es en train de décrocher par rapport à ceux qui ont entre 20 et 30 ans ? Ouais, je pense. Ça, c'est... je sais pas. Alors, je le vois parce que j'envoie aussi mes dessins sur Instagram. Il y a beaucoup moins de likes quand même sur Instagram. Parce que sur Instagram, le public est plus jeune. Il y a beaucoup moins de gens intéressés quand même. Donc je sens qu'il y a... En fait, bon, il ne faut pas non plus se leurrer. On intéresse qui quand on fait du dessin de presse ? Il ne faut pas non plus avoir trop la grosse tête, parce que ça intéresse les politiques, ceux qui sont concernés au premier plan. Voilà, ça intéresse les journalistes, le monde du journalisme. Ça intéresse quelques personnes qui historiquement lisent le journal et qui ont un certain âge. Les vieux. Après, il y a ma génération, les vieux. mais je crois qu'on est les derniers, quoi. Et après, les autres sont passés à d'autres supports, je pense. Ils trouvent leurs informations autrement. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu inquiet. Alors, est-ce que la presse arrivera à rebondir là-dessus et puis trouver un nouveau souffle ? Je le souhaite. Tu formes des jeunes ? Tu formes aux Arts Déco ? Tu t'interviens ? Moi, non. En fait, on me l'a jamais demandé, mais c'est vrai que en fait, ça m'arrive de faire des conférences. Ça m'arrive d'intervenir dans des écoles. J'ai fait beaucoup des trucs pour la semaine de la presse dans des collèges, par exemple. Ça m'intéresse beaucoup de parler de ce sujet. Surtout par rapport à ces problèmes de liberté de la presse, aux opinions, par rapport aussi à tous ces élèves qui pensent, par exemple, que Samuel Paty, il a mérité ce qui lui est arrivé, quoi. Ça, c'est quand même... c'est terrible. C'est terrible, ça. Et alors, expliquer, sans faire de provocation, je pense expliquer aux jeunes pourquoi il faut qu'on continue à soutenir la presse, la liberté de la presse, et la laïcité, quoi. La laïcité, c'est quand même c'est important, quoi. Il ne faut pas faire... Oui, c'est un combat que tu as envie de mener, ça ? Disons que moi, j'ai peur qu'on soit en recul là-dessus. J'ai l'impression qu'on l'est. Donc c'est vrai que j'aime contribuer, dès que c'est possible, intervenir et puis parler de ça, expliquer aux jeunes pourquoi c'est important, quoi. Qu'on continue à s'exprimer dans les journaux. Donc est-ce qu'il faut inventer de nouveaux médias pour eux ou de nouvelles formes d'expression médiatique pour eux ? Ouais, ou alors... Qui passerait pas par les médias sociaux, j'entends. Je sais pas, où ces supports existent peut-être, et sûrement déjà, quoi. Après, il faut peut-être savoir communiquer avec eux, je sais pas. Mais c'est vrai que le fait de passer par les canaux de l'école, c'est quand même déjà pas mal, quoi. Ça leur permet quand même forcément d'être attentifs aux choses et peut-être de commencer à prendre conscience, quoi. Tu vois, parmi les nouvelles formes d'expression médiatique, il y a TikTok. Ah oui. Il y a les podcasts. Oui. Évidemment, je ne vois pas du dessin de presse dans du podcast, mais sur TikTok éventuellement, ou sur des formats vidéo comme Brut. Qu'est-ce que tu en penses ? Je connais mal, en fait. Je me rends compte que là, je suis déjà largué, en fait. Non, mais c'est vrai. Des nouveaux formats avec de l'image, du son, des réseaux sociaux. Mais déjà, au départ, est-ce que ces jeunes qui sont à fond là-dessus, est-ce que déjà ils s'intéressent à la politique ? Je suis pas sûr, hein. Et là, les prévisions, à la fois les sondages là, qui arrivent sur les régionales, et puis après sur l'année prochaine avec la présidentielle, le Rassemblement national, là, en tête, quasiment partout ou pas loin, je me dis là... alors, il y a un désintérêt, il y a un rejet de la politique et des partis traditionnels. Et puis, moi surtout, j'ai l'impression que les jeunes, alors je me trompe peut-être, hein, j'ai l'impression qu'ils s'impliquent pas, ou alors ceux qui s'impliquent, évidemment, ils s'impliquent fortement sur des causes, sur l'écologie, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont à l'extrême droite, hein. Il y en a beaucoup, hein, mais après, est-ce qu'ils sont pas minoritaires par rapport à tous ceux qui s'intéressent pas, quoi. Mais est-ce que tu peux les rattraper par l'humour ? Par l'humour ? Il faudrait, ouais, mais alors il faudrait par leur humour à eux. Et là, je sais pas si j'ai les ficelles, moi, je sais pas. Hein. Tu crois que t'as pas les codes, quand même ? Ah si, peut-être que là, je suis pas. Mais moi, je vois, j'ai 2 enfants qui sont en plein dedans, parce qu'il y en a un qui va avoir 18 ans, l'autre va avoir 16 ans. Donc c'est quand même, cette génération-là. Et il y a des fois, je me rends compte que, on parle pas le même langage, quand même, quoi. Leurs références culturelles sont pas les mêmes. Ils écoutent du rap, quoi.
Mais ça t'inspire? Toi, t'écoutes les Stones encore? Oui, 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 tout ouais, à ben fait. Voilà. Et ça t'inspire, l'univers culturel de tes gamins? J'ai un peu de mal. Je reconnais que je suis un peu là-dessus. Je suis de parti pris peut-être, mais ouais, j'ai du mal. Ouais, je trouve que la musique d'aujourd'hui, moi, j'arrive pas en fait. J'ai l'impression que c'est de la musique au kilomètre. C'est comme si tu prends un tube de dentifrice et puis ouais, ça sort comme ça, quoi, avec une recette. Maintenant, tu as un type devant un ordinateur. Il a besoin de personne. Il y a plus de musiciens de studio. Le mec chante faux, c'est pas grave. On met de l'autotune, on remet tout à niveau. Ça y est, il chante juste. Alors là, on parle de la création musicale, mais Oui, la façon dont les jeunes s'informent. Ouais. Ouais, mais là, je parlais des références culturelles. Le problème, c'est que leurs références culturelles, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus basses en termes de qualité. Voilà, mais ça, c'est une opinion. Encore une fois, il y en a qui vont me dire que je dis des conneries, et ils auront peut-être raison, mais moi, je le ressens comme ça. Alors, voilà. Je sais pas, il faut que je m'améliore, il faut que je m'intéresse mieux. Faut pas que tu deviennes un dessinateur de vieux. Oui, c'est ça. Là, je suis peut-être déjà. Oui, on écoute les questions, François. Les premiers lecteurs qui dévorent le livre, parce que c'est déjà le best-seller en Alsace. Il y a un chapitre qui s'appelle « On ne peut pas rire de tout ». Ah oui. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent qu'ils ont été très touchés par le dessin après attentat avec les bougies, où on voyait tout le peuple alsacien, strasbourgeois qui était en veille et en recueillement. Également très touchés par le Tommy Ungerer qui s'en allait vers le ciel sur un escalier de livres. Ouais. Voilà, donc ça c'est... Il y a beaucoup de commentaires aussi là-dessus. Oui, ça c'est un exercice. C'est pas un exercice, mais en fait, c'est souvent, il faut réagir très vite sur ces sujets-là. C'est-à-dire que ça arrive subitement, voilà, des attentats, et comme par hasard, moi, je dois produire un dessin le lendemain ou le surlendemain. Donc on est dans l'émotion. Et dans l'émotion, voilà, on oublie le ton habituel, et il faut essayer de faire un dessin. Alors, de toute manière, en général, c'est comme un enterrement pour moi. C'est un enterrement, moi, je ferme ma gueule, quoi. Je dis rien. Parce que chaque parole tombe à plat. Dans un enterrement, à chaque fois, j'en entends qui font des grands discours, à chaque fois, ça m'énerve. En fait, je peux pas, quoi. Donc, je me tais, et dans le dessin, c'est pareil. Je me tais, il n'y a pas de bulle, en général, et je fais une image, quoi. Et j'essaye de faire une image fédératrice, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui touche tout le monde, quoi. L'auditeur nous dit l'édito Liberté, Égalité, Fraternité, où on voit le peuple strasbourgeois au marché de Noël autour d'un pot de vin chaud. Ouais. Il y a marqué Liberté, Égalité, Fraternité, elle était plus parlant qu'un édito. C'est la force de l'image. C'est la force de l'image, c'est-à-dire que l'image se passe de commentaires, on n'est pas obligé de tourner autour du truc, on fait une image, voilà, ça... Enfin, j'espère que ça... Voilà, les gens sont touchés, ils sont dans l'émotion, je leur amène une image comme ça, et d'un coup, voilà, il se passe un truc, quoi. Mais moi, j'essaie de rester en retrait, j'envoie mon image, je la pose là et je m'en vais, quoi. Je veux pas me faire mousser sur le dos d'un événement aussi tragique, quoi. C'est ça, j'essaye de rester modeste, je pose ça là, je m'en vais, les gens s'en emparent, après c'est à eux, quoi. Voilà, c'est ça. Pour Tommy, c'est pareil. Tommy Ungerer, ouais, Tommy Ungerer, quand il est décédé, il a dû... Je sais pas si c'était un samedi ou un vendredi qu'on l'a appris, je sais plus exactement. Moi, j'étais en train de bosser sur mon dessin pour les chuchotements, j'apprends ça, je pose mon crayon, déjà j'ai du mal à avaler le truc, et puis après je me dis, il faut que je fasse un dessin, quoi. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un dessin qui le célèbre, quoi. Voilà, donc je fais un dessin qui regroupe l'ensemble de son œuvre, j'essaye, quoi. Je fais un escalier, chaque marche de l'escalier, c'est un livre. Voilà, alors flics, Soto, les trois brigands, Jean de la Lune, tac, 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 tac. Et il monte, et il se dirige vers la Lune, et dans la Lune, il y a Jean de la Lune. Et, bon... C'est un dessin très dense. Oui. Dense au niveau de la densité des couleurs. Oui, il est presque noir. Difficile à imprimer. Est presque noir. Ouais, bon, sur mon écran, il n'était pas comme ça. C'est le problème, c'est qu'après, techniquement, il devait être difficile à imprimer. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Il y a un autre auditeur qui nous dit qu'il en a déjà acheté 5, qu'il offre autour de lui, parce qu'il est fasciné aussi par le travail d'édition, la mise en page, la qualité du papier, et puis le format, qui est très original. Ouais. Quels sont les partis pris de ton éditeur pour la mise en page, la double légende de chaque dessin? Tu as une double légende, oui. un titre et une double légende. On a gardé la même formule. On a gardé la même formule que sur le livre précédent. C'est-à-dire qu'il y a
une contextualisation, c'est-à-dire qu'on rappelle les faits, parce que les dessins de presse, ça vieillit vite, et donc forcément, il faut rappeler le fait, dire, voilà, redonner l'info. Et ensuite, il y a une petite réflexion personnelle. C'est un petit peu comme si on était dans l'arrière-boutique, quoi. Et puis voilà. Alors je fais quelques réflexions un peu soit humoristiques, soit dire ah tiens il y a tel truc. Là j'ai réutilisé tel détail, ou alors j'ai eu du mal sur ça, ou alors j'ai eu envie de faire ça. Ça m'a bien fait rigoler de faire ça, etc. Quoi. C'est un petit ajout de ta part, oui. Qui est ça met un peu de relief, quoi. Qui est imprimé en pied de page. Après c'était pas, je trouve que c'est un tour de force. Le graphiste qui s'est occupé de ce livre, c'est Blas Alonso, qui est un graphiste que j'adore, qui a le sens de la composition, qui sait jouer avec le blanc du papier, et j'aime beaucoup ce qu'il fait en fait. Et c'est très difficile parce qu'il y avait beaucoup de dessins horizontaux, mais il y a des dessins verticaux. Tous les dessins en local Strasbourg sont verticaux et c'est pas facile à mettre en page. Mais je suis assez satisfait. Enfin, je suis même très très fier de l'objet parce que c'est un bel objet, c'est épais, ça a de la consistance, quoi. Quel est le tirage d'un livre comme celui-là? 2000. 2000 exemplaires. 2000 exemplaires, c'est beaucoup pour un Alsatique? C'est beaucoup. Ouais, ok. Non, mais on espère un retirage. Hein. On espère que ça va. Voilà. C'est bien parti. Bon, alors, on termine sur la période de l'actualité que tu observes dans cet ouvrage. Tu t'arrêtes quand? Il s'arrête quand, ce livre, au niveau de ton observation de l'actu? Là, celui-là, au niveau de la date, il s'arrête à la fin de l'année dernière, là. Est-ce que dans une réédition, tu pourrais pas ajouter quelques semaines pour mieux couvrir l'actualité récente? Ah oui, bah, là, on a plein de choses là qu'on a déjà mis de côté. ouais, bien sûr, ouais. Bah oui, forcément, ouais. Et tu comptes sortir un bouquin tous les 3 ans, tous les 2 ans? Alors ça faudrait demander ça à Mathilde. Ça dépend du succès du livre. Donc chaque année, ben, si le livre se vend bien, on essaiera de faire une piqûre de rappel, parce que de toute manière c'est ce qui va arriver. Piqûre de rappel. C'est ce qui va arriver au sens propre, donc on essaiera de faire pareil avec le livre, quoi. Bah, on te souhaite que les 2000 exemplaires se vendent vite et que tu puisses faire cette réédition. Merci, ouais. J'espère que les lecteurs vous entendront. Voilà, merci d'avoir suivi ce débat ici à la librairie Kléber. Merci Yannick d'avoir joué le jeu. Merci Olivier. Sur toutes les questions. Merci Olivier. Merci François. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et à bientôt. À la semaine prochaine.